Bonjour, on est le 11 septembre 2020, un vendredi, hein, on est vendredi 11 septembre 2020. On annonce, je veux dire, une bonne journée jusqu'à des températures qui pourraient atteindre 25 degrés. Hier était une très belle journée, ainsi qu'avant-hier. On a eu 3 jours du mois de septembre qui étaient très correct, parce qu'on avait quand même des températures chaudes. Je ne vais pas dire celles de juillet ou de mai, juin, juillet, ou loin de là, enfin des températures normales de juin, juillet, août, moyenne, hein. On n'avait pas de tout ça, fatalement, parce qu'on n'est pas, on commence à sortir petit à petit de l'été. Voilà, on approche, l'été approche à sa fin, mais malgré tout, on a quand même une très belle température pour une fin d'été, hein. Une très belle température, et ils annoncent jusqu'à 25 degrés. Certains ont annoncé, des météorologues ont dit jusqu'à 30, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait 30 degrés, hein. Bon, mais on sent quand même qu'il y a 25 degrés. Mais en cette matinée du 11 septembre, ben, on a quand même des nuages, hein. Bon, entre ce qu'ils annoncent, on va les croire, les nuages seront probablement passés, et puis par après, la journée va bien s'éclaircir. Ben, on fait confiance à ça. Et s'il y a 25 degrés, ben, on pourrait travailler ou profiter du bon temps comme il se doit. Puisque 25 degrés, bon, ça demande quand même de profiter de la chaleur, parce que on est bientôt à la fin de l'été. Et puis après, bon, advienne que pourra, l'approche, je veux dire, de l'hiver, hein. On va passer l'automne, 3 mois d'automne, et puis l'hiver, bon, c'est encore bon, 6 longs mois, et qui vont être un petit peu difficiles. Difficiles. Bon, donc, difficiles, notamment avec des pics en hiver. Voilà, donc autant profiter encore des dernières périodes je veux dire, de chaleur, 25 degrés, ben, il faut en profiter. Et surtout de la clarté aussi. La clarté diminue aussi. Bon, ceci étant dit, je vais vous présenter ici une petite vidéo qui va concerner la conservation, cette fois-ci, l'échange de chaleur, l'échange de chaleur vu sous forme, comme j'ai parlé de la conservation, je vais voir l'échange de chaleur vu sous forme de loi conservative. Donc, je vais entrevoir l'échange de chaleur entre deux cours, hein, parce qu'on peut faire l'échange de chaleur entre plusieurs cours. Bon, quand vous avez compris avec un cours, ben, s'il y a plusieurs cours, ben, vous ferez ce que je viens de voir maintenant, mais vous allez généraliser la loi. Vous allez généraliser la loi que je vais voir maintenant. Voilà, donc l'échange de chaleur vu sous forme de loi conservative. Bon, mais avant de voir ceci, il faut déjà entrevoir comment est l'échange de chaleur sous une loi qui ne paraît pas conservative. Bien qu'elle soit conservative, bien qu'au niveau de l'équation, elle ne transparaît pas directement conservative, comment la faire transparaître conservative? Comment la faire transparaître conservative au travers d'une loi? Ben, c'est le but de la vidéo ici. Sachant que c'est conservatif, ben, on va aller vers une équation qui transparaît la loi de conservation d'énergie. Mais sachez que on a une conservation, hein. Indirectement, on a une conservation, mais on va la faire apparaître directement conservative au travers de l'équation. Alors, comment débuter l'échange de chaleur de manière conservative, qu'elle ne transparaisse pas directement sur une loi conservative avant de la transparaître sur une loi conservative? C'est ce que j'ai toujours fait auparavant. Pour ça, on va faire un mélange de cours. Donc, on va prendre un sous-système, sous-système 1, qu'on va échanger avec un sous, il va échanger avec un sous-système 2. Quand il y a échange, ça veut dire qu'il y a interaction, il y aura interaction entre les deux sous-systèmes.
soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Vous allez voir. Donc il y en a un qui soit... Bon, dans le sens qui va du sous-système 1 du sous-système 1 vers le sous-système 2. Voilà. Si je fais un échange du sous-système 1 vers le sous-système 2, là à ce moment-là, le sous-système 1 est considéré comme sous-système actif. Actif et le passif, il est là. C'est-à-dire que actif-passif, ça veut dire que le sous-système 1 est une source d'énergie active. Une source d'énergie active. Alors que, bon, j'appelle, c'est ma propre définition. Hein. Voilà, source, c'est celui qui, la source, c'est celui qui fournit l'énergie. La source, c'est celui qui source d'énergie active. Voilà, source d'énergie active. Et la source, on va dire, l'élément qui va dissipatif, l'élément passif, je préfère l'appeler en tant qu'actif et passif, c'est la meilleure manière de voir les choses. L'élément actif, ou le système sous-système actif, c'est celui-là. Moi, je préfère parler de sous-système actif et passif. Hein. Voilà, je préfère. C'est mieux. Donc, le sous-système, celui qui va donner de l'énergie, fournir de l'énergie, ben, c'est le sous-système actif. Et le sous-système passif, c'est celui qui va consommer l'énergie reçue. C'est celui qui va absorber l'énergie. Voilà. Et donc là, on a un système. On a un système, voilà, qui est composé de deux sous-systèmes qui vont échanger. Bon, j'aurais pu mettre plusieurs sous-systèmes. Hein. Bon, là, j'en ai mis que deux pour expliquer les choses. Alors, maintenant, je peux partir du sous-système numéro 2 qui va fournir l'énergie. Bien sûr, je suis en calorimétrie. Il faut savoir où se situe, parce que c'est vrai qu'on peut parler de tout et n'importe quoi. Il faut savoir situer dans quel domaine vous êtes, parce que sinon, on s'y perd. Là, vous êtes en calorimétrie. C'est pourquoi je dis ça, parce qu'ici, il n'y aura que l'intervention des chaleurs. Hein. Bon, ça veut dire que un système peut voilà, échanger de la matière. Bon, c'est la chimie ou la thermochimie qui s'occupe de ça, hein, les échanges de matière. Voilà. J'ai déjà expliqué à maintes reprises. On peut avoir des échanges de tout et n'importe quoi. Hein. Voilà, des forces, échange de forces, échange de travail. Ça, c'est en mécanique. Hein. Mécanique. Ceci, la matière, c'est en thermochimie. Échange d'énergie, quelle que soit la forme. Là, ça dépend du milieu où vous êtes. Hein. Voilà, un système peut interagir avec différentes formes d'énergie. Hein. Énergie électrique, énergie mécanique, énergie ondulatoire, énergie de rayonnement ondulatoire, telle que voilà, voilà, les rayons lumineux, etc., etc. Bon, un système peut-être... Bon, voilà, c'est un formalisme pour étudier des lois. Un système, c'est un formalisme pour étudier des lois. Et on regarde ce qui va varier. Donc on peut faire des variations d'énergie. Bon, ici, bon, la seule énergie qu'on a qui va varier ici, ben, ce sont les énergies de type chaleur. Donc on ne va pas parler de matière, on ne va pas parler de force, on ne va pas parler de travail, on va juste parler d'énergie, mais laquelle, une spécifique, qui est la calorifique. Et quand vous étudiez l'énergie calorifique, ben, là, à ce moment, vous êtes dans calorimétrie. Voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué calorimètre, alors que c'est la calorimétrie. C'est la calorimétrie. Donc vous êtes dans un domaine qui est la calorimétrie. C'est clair et net. Donc, en restreignant, je veux dire, la nature de l'échange, vous restreignez le domaine. C'est le calorimétrie, c'est pas la calorimètre. Caloromètre, c'est l'appareil qui sert à mesurer les chaleurs, que je verrai d'ailleurs en son temps. Voilà, donc ça c'est la calorimétrie. Donc, en parlant uniquement de chaleur, on est en calorimétrie. Donc je vais faire l'échange de deux sous-systèmes qui vont échanger uniquement de la chaleur et rien d'autre. Uniquement de la chaleur.
Bon, mais ça, on peut écrire les équations hein, de ceci. On l'a déjà fait à plusieurs reprises. Enfin, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos à plusieurs reprises. C'est simple, c'est une loi d'équilibre. Hein. Mettez deux corps voilà, on a un corps chaud. Qui est l'actif, qui est le passif. Voilà, on a un corps chaud. Là, on a un corps chaud. Supposons que je prends par hypothèse le corps chaud qui est à gauche. Hein. Voilà, et le corps froid est à droite. Mais là, on a une variation de chaleur qui va aller dans le sens du corps chaud vers le corps froid. Donc, qui est l'actif, c'est le corps chaud. Qui est le corps actif, c'est le corps chaud. Qui est le corps passif, qui va recevoir l'énergie, c'est le corps froid. Maintenant, si j'avais inversé les rôles, ben, je prends un corps froid ici. Bien sûr, ceci, je vais le bannir. Là, je n'ai plus de corps chaud à gauche. Là, j'ai plus de corps froid. Cette fois-ci, j'inverse les rôles. Je mets un corps froid à gauche. Et je mets un corps chaud à droite. Voilà. Là, on a une inversion de rôle. Donc, à ce moment-là, l'actif, c'est toujours le corps chaud. L'actif, c'est toujours le corps le plus chaud. Hein. Voilà. L'énergie va... c'est comme l'électricité. C'est pareil. Hein. C'est la même chose que l'électricité. Voilà. Les électrons, dans un circuit électrique, je veux prendre un circuit continu. Hein. C'est le meilleur exemple pour expliquer les choses. Voilà. Que ce soit dans une pile ou peu importe. Je vais mettre une charge quand même, sinon j'ai un court-circuit ici. Je vais mettre une charge résistive. Parce que si je fais ça, j'ai un court-circuit. Donc je vais enlever ceci. Je vais mettre une résistance qui est au moins du minimum rond d'une charge. Une petite résistance. Voilà, on met une petite résistance comme ceci. Bien sûr, il faut que le circuit soit fermé. Hein, parce que s'il n'est pas connecté correctement, le courant ne passe pas. Il faut que le câblage, d'ailleurs, les électriciens font en sorte que le câblage soit partout isolé de 1 et partout, bien sûr, bon, il ne faut pas qu'on ait des fils rouillés non plus, parce que s'il y a de l'oxydation, ben, ça empêche la densité de courant à passer, et il faut que tout soit bien en contact. Les contacts doivent bien être faits, et le circuit ne doit pas être rompu à un endroit. S'il est rompu, on peut avoir de 1 des fuites de courant, ou de 2 s'il est complètement sectionné, mais on n'a plus de passage de courant. Donc c'est fondamental qu'un circuit électrique soit de nature propice à faire la meilleure circulation de courant possible. Hein. C'est-à-dire des câbles qui ne sont pas oxydés, des câbles qui ne sont pas sectionnés, des timbres. Quand je dis sectionnés, c'est pas forcément complètement sectionnés. Hein. Ils peuvent être coupés un petit peu coupés si vous avez dénudé, que vous avez coupé voilà, vous avez fait. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de fuite de courant. Il faut pas que tout doit être en contact correctement, voilà, bien serré, un serrage adéquat. À partir de là, on a une bonne conduction électrique. Ouais, les électriciens font ça tous les jours. Les électriciens en bâtiment, les électriciens industriels, les électriciens, quand ils font du câblage, la première des choses à faire, c'est dérouler les câbles pour éviter que ça ne chauffe. Voilà, on déroule toujours les câbles, on les met en ligne droite. Voilà. Et bien sûr, on fait les meilleurs raccordements possibles et imaginables au niveau des appareils des appareils de commande, tels que les interrupteurs, les boutons poussoirs. Voilà, voilà, il faut un bon raccordement électrique dans tout le circuit électrique. Voilà. Il faut du bon matériel. Bon, il ne faut pas que le matériel qui soit sectionné, rouillé, voilà, qui a été entamé au niveau des pliures. Il a été plié tellement qu'il a perdu, je veux dire, de la section au niveau du pli. Et des choses pareilles. Hein. Voilà. Et bien sûr que tout soit connecté correctement dans les règles de l'art, mis dans un circuit où le circuit, bien sûr, est fonctionnel. Hein. S'il y a un élément qui dysfonctionne, vous avez fait un mauvais câblage,
s'il y a un mauvais câblage qui est fait, si tout est correct, que le câblage n'est pas bon, fatalement, vous allez peut-être avoir un court-circuit ou pas de courant qui va passer, ça dépend. Vous pouvez avoir un court-circuit, un mélange électrique, ou encore un circuit ouvert si vous avez fait un mauvais câblage. Voilà, et donc ça c'est les natures que vous pouvez avoir comme problème dans un câblage. Si tout fonctionne, vous allez tout chercher au magasin, il vous garantit que tout est correct. Si vous faites voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, un câblage électrique, vous câblez tous les appareillages électriques entre eux pour qu'il y ait une fonctionnalité, et que si vous avez tout câblé correctement, mais vous pouvez faire des problèmes, donc vous pouvez créer des problèmes voilà, de circuiterie, hein, dans le sens où vous pouvez créer un court-circuit. Court-circuit parce que vous avez pas respecté bon, un schéma de câblage qui fait en sorte qu'un courant va toujours d'un point haut vers un point bas. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Voilà, si vous n'avez pas respecté qu'il faut que le courant aille d'un point haut à un point bas, avec un minimum une résistance de passage, ben, si vous n'avez pas de résistance de passage, le courant va directement à la source sans passer par une résistance. Donc vous avez fait ce qu'on appelle un court-circuit. Un courant va passer par un circuit le plus court possible. Le plus court possible. Donc il n'ira pas dans les résistances. Parce que vous avez fait un défaut de câblage. Ou qu'il y a un élément qui est en défaut et qui crée un court-circuit aussi. Hein. Parce qu'un élément peut devenir un sujet à créer un court-circuit. S'il dysfonctionne, que lui-même il est en court-circuit, il peut venir court-circuiter tout un circuit. Rien que parce qu'en fait il y a un élément qui court-circuité, et donc il créera un court-circuit. Bon, maintenant on peut avoir aussi des mélanges. Un mélange au niveau du câblage qui est très mal fait. On n'a pas respecté, je veux dire, voilà, un câblage, un schéma d'un câblage électrique. On n'a pas respecté, on a des mélanges. Et on peut avoir bien sûr un mauvais câblage qui fasse en sorte que le circuit est ouvert. Ou un composant aussi qui peut, voilà, peut avoir des fuites aussi. Hein. Des fuites de courant, mais ça c'est pas dû au câblage. On peut avoir beaucoup de choses, je veux dire, voilà, de défaillances. On peut avoir des défaillances. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, si vous fermez l'interrupteur, ben, le courant va aller du plus vers le moins. Et ça, c'est valable aussi pour les électrolyses. Hein. Les électrolyses, ou les, comment on appelle ça, les piles. Ici, justement, c'est une espèce de pile. Hein. Il va aller du plus vers le moins. Mais ça, c'est pour le courant électrique. Mais le courant électrique, il est conventionnel. Il est conventionné. Le courant électrique va du plus vers le moins. Donc, il va traverser la résistance du plus vers le moins. Donc, de ce fait, on aura une différence de potentiel U égale R fois I. Aux bornes de la résistance, on aura bien sûr conventionné, parce que la tension elle sera comme ceci, dans le sens inverse du courant. On met une flèche. Voilà, donc le courant il passe du plus vers le moins, mais la tension est indiquée comme ceci. Du potentiel le plus bas au potentiel le plus haut. Voilà. Mais les électrons, eux, ils vont dans le sens inverse. Hein. Ça, c'est le véritable passage du courant. Les électrons, c'est eux qui font le courant. Les électrons vont dans ce sens-là. Les électrons vont circuler dans le sens inverse du courant. Bon, et si je prends, par exemple, on aura toujours ça, les électrons iront toujours dans ce sens-là. Hein. Voilà, du moins vers le plus. Les électrons vont toujours du moins vers le plus. Voilà. Donc dans un château d'eau, si je prends un château d'eau, l'eau, voilà, là on a une habitation, et là c'est un château d'eau. Mais les lois de la gravitation font en sorte que l'eau ne peut aller que d'un potentiel c'est un MGH. Là, l'eau ne peut aller que d'un potentiel haut à un potentiel bas. L'eau va toujours du point haut au point bas. Toujours. Jamais l'inverse. C'est la loi de la gravitation, c'est ça. Maintenant, si vous voulez faire monter l'eau, il y a moyen. Hein. Comment vous voulez faire remonter l'eau plus haut? Ben, il faut un travail moteur. Il faut des pompes. Il faut un système de pompage. Avec des pompes, bon là, on peut faire monter l'eau.
ou peut-être plusieurs pompes, hein, peut-être qu'il faudra plusieurs pompes, hein. Une pompe ne suffit pas. Là, on va à un endroit, là, on pompe l'eau dans un endroit, je remets une pompe, voilà, et ainsi de suite, par une série de pompes, je peux faire monter très haut. Donc, on peut aller toujours du potentiel. Et là, c'est une loi conservative. Voilà, je vous montrerai que ça, c'est une des lois de la thermodynamique. Hein. Voilà, on peut pas passer. C'est une vue d'esprit de la deuxième loi de la thermodynamique. On peut pas passer, voilà, d'un potentiel. euh, on peut passer d'un potentiel haut à un potentiel bas, mais on peut pas passer d'un potentiel bas. Bien sûr, le deuxième principe de la thermodynamique l'exprime en termes de chaleur, bien sûr. Bon, ici, je suis en train de faire des analogies pour revenir à la chaleur. Voilà, je suis en train de vous expliquer pourquoi je vous explique le potentiel ici, pourquoi je vous explique le courant au sens de circulation du courant, parce le courant conventionnel va du potentiel le plus élevé au potentiel le plus bas, par convention. Ici, la chaleur ira du, du corps chaud vers le corps froid, jamais l'inverse. C'est ça que je vous explique. C'est ça que je fais des analogies pour vous expliquer ça. Alors ici, l'eau n'ira jamais de la maison vers comment on appelle ça, le château d'eau, parce que le château d'eau est toujours plus haut. Donc c'est un point haut, le château d'eau. Voilà. Et le château d'eau, l'eau ira toujours du point haut au point bas. Donc l'eau ira toujours du point, sauf si maintenant vous apportez un travail moteur. Si vous apportez au travers des pompes, c'est normal, vous apportez un travail moteur. Dans ce moment, il y a moyen de faire, vous faites l'inverse. Hein. Vous créez le phénomène inverse. On peut aller d'un potentiel bas à un potentiel haut. Ça, c'est tout à fait logique. Hein. Si vous apportez un travail moteur, mais vous pouvez passer d'un potentiel bas à un potentiel haut. Et ça, je vous montrerai que ça fait partie de la conservation, des lois conservatives. Je vous montrerai ça. Je vous montrerai dans une vidéo que ça fait partie des lois conservatives. Et donc, oui, il y a la deuxième loi, la thermodynamique, le principe de Carnot, qui est explicité en fonction des corps. Mais, des corps calorifiques. Des corps calorifiques. Pour la loi de Carnot, c'est à propos de corps calorifiques. Il faut apporter un travail. Voilà, on ne peut pas passer d'une source chaude d'une source froide à une source chaude sans apport de travail. Voilà. Et ici, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. On monte d'un niveau bas à un niveau haut. On inverse. Le système est inversible. Oui, il est inversible. On passe d'un niveau bas haut à un niveau bas sans aucun problème. Oui. Mais si vous voulez la réversibilité du système, à ce moment-là, il faut mettre des pompes. Il faut apporter un travail moteur. Donc, si vous voulez monter l'état d'énergie, parce que sinon on aurait une contradiction, on aurait un mouvement perpétuel. Là, hein, si vous n'avez pas, si il y a moyen de passer du haut vers le bas et du bas vers le haut, sans l'apport d'un travail moteur, c'est que ça veut dire que vous avez un mouvement perpétuel. C'est pas possible ça. C'est pas possible. On passe du haut, bas, bas, haut, bas, haut, haut, bas. Donc on peut passer du corps chaud, corps froid, corps chaud, corps froid. Voilà, non. Voilà. Si vous avez un corps froid et vous voulez le passer à un corps chaud, ça va toujours du corps chaud. La chaleur va toujours du corps chaud au corps froid, toujours. Mais maintenant, si vous voulez passer du corps froid au corps chaud, ben, il faut apporter de la chaleur. Il faut apporter de la chaleur. Il faut élever le corps froid voilà, d'une certaine quantité de chaleur. Voilà. Donc, voilà. Donc, il est possible de passer du corps chaud au corps froid. C'est le cheminement inverse. Il y en a un qui est actif, l'autre passif. Donc, le corps chaud est une source de chaleur, si vous voulez. Et le corps passif, c'est un corps qui, on va dire, dissipatif. Hein. Enfin, c'est un corps, on va dire, qui va acquérir ce corps chaud. Il va en profiter pour élever sa chaleur. Mais maintenant, s'il faut passer d'un corps froid à un corps chaud, bien sûr, il faut réchauffer le corps froid. Il faut apporter de la chaleur extérieure. Sans apport de chaleur extérieure, on ne sait pas faire passer d'un corps froid à un corps chaud. Donc vous voyez que l'extérieur doit intervenir là, pour passer du corps. Pour inverser les rôles,
Il faut apporter une chaleur extérieure. Sinon, on aurait le mouvement perpétuel. Hein. On pourrait passer du corps chaud au corps froid indéfiniment. Et voilà, ça, c'est pas possible. Dans l'environnement, le monde où on est, l'univers où on est, c'est pas possible. Tout comme on peut passer du corps d'un niveau haut à un niveau bas, au niveau de l'eau, voilà, d'un potentiel haut à un potentiel bas. Mais si vous voulez d'un potentiel bas remonter à un potentiel haut, il faut un travail moteur. Un travail moteur, c'est au travers de pompes. Une ou plusieurs pompes. Ici, je vous ai montré que si vous voulez monter le plus haut possible, mais il faudra mettre plusieurs pompes. Bien sûr, des pompes de certaines puissances. Hein. Voilà. Parce que les pompes, ça, la puissance des pompes s'étudie. On ne passe pas une pompe comme ça. On étudie la puissance de la pompe avec une marge de sécurité pour, je veux dire, se mettre en... Voilà, pour qu'elle n'agisse pas tout juste. Hein. On met des marges de sécurité avec des coefficients. Ah, ça dépend du coefficient qu'on va mettre. Donc, voilà. Et là, on met une grosse pompe. Mais maintenant, si maintenant il faille monter encore beaucoup plus haut, ben si la première pompe ne suffit pas, on va remettre une seconde pompe, toujours avec des coefficients de sécurité. Voilà. Alors une pompe, je vous rappelle qu'une pompe d'une certaine puissance ne tourne pas toujours à plein régime, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. On peut faire fonctionner une pompe, ça dépend de son travail qu'il a à faire. S'il a peu de travail, ben, il travaillera à bas régime. Voilà, maintenant s'il a beaucoup de travail à faire, c'est normal qu'il travaillera en surcapacité, c'est normal ça. Tout à fait logique. C'est comme vous, comme un travailleur, si on lui donne beaucoup de travail à l'intérim, bon, il sera sursaturé de travail, donc il va y mettre beaucoup d'énergie et il sera fatigué en finalité, ça c'est normal. Mais si maintenant on lui donne peu de travail, ben, il va pas travailler des masses, donc ce qui veut dire qu'il va être en sous-capacité. Donc une pompe c'est pareil, c'est comme un être humain. Bon, si on lui donne du travail, ben, il va le faire. Maintenant, si vous lui donnez trop de travail, et ça c'est valable pour tous les travaux moteurs. Hein. Pour une voiture, voilà, vous roulez avec une voiture, vous faites tourner à plein régime le moteur, je veux dire, vous allez dans la zone rouge, voilà, là vous êtes en surcapacité du moteur. Le moteur d'ailleurs il va crier, il va vous le faire dire. Maintenant, heureusement qu'il existe des systèmes spécifiques de rupteurs, des rupteurs qui viennent couper, je veux dire, des régimes trop dangereux pour le moteur qui pourraient risquer de brûler le moteur. Voilà. Alors, pour ça, on met des appareils de sécurité, bien sûr. Hein. On se dit, bon, pour éviter de brûler un moteur qui est coûteux, un moteur c'est coûteux, hein. Qu'est-ce qui coûte cher dans un véhicule? C'est la boîte de vitesse, c'est le moteur, voilà. Bien sûr, c'est la carrosserie aussi, vous allez me dire, ouais, pourquoi pas. Mais le moteur, c'est ça qui fait fonctionner la voiture. Voilà, c'est le cœur c'est le moteur. Donc, le moteur, il est coûteux. Voilà, vous avez acheté un moteur, bon, si vous achetez un moteur neuf, c'est 3 000 à 4 000 euros, 5 000, ça dépend du type de véhicule. Ça coûte cher un moteur. Donc ce qui veut dire que bon, pour préserver voilà, ce qui est la base de faire avancer le véhicule, c'est-à-dire le moteur, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des appareils de sécurité. Et en électricité, c'est pareil, on va mettre des appareils de sécurité pour les moteurs, pour éviter qu'ils ne dépassent des régimes de travail qui sont délicats pour le moteur. Il ne faut pas surcharger le moteur. Un moteur, il ne faut pas le surcharger. Maintenant, l'utiliser à sous-capacité, bon, c'est un petit peu délicat aussi. Hein. Bon, sous-capacité, surcapacité, sous-capacité, c'est embêtant pour les machines tournantes ou les moteurs. Voilà. Le meilleur, c'est d'utiliser des régimes moyens, voilà, pour lesquels il existe des courbes. Hein. Il existe des courbes pour les véhicules, par exemple, il existe des courbes où on vous dit qu'en première vitesse, bon, il faut faire tourner à autant de tours. En seconde vitesse, il faut faire tourner à autant de tours. En troisième vitesse, il faut faire tourner à autant de tours. Quatrième vitesse, il faut faire... Voilà. Et là, vous avez les pics maximum, enfin les pics moyens, qui sont les meilleurs régimes moteurs à différentes vitesses. Sans faire crier la voiture en première, ou l'utiliser en sous-capacité en première, ou sans faire crier en seconde vitesse, ou sans l'utiliser en sous-capacité en deuxième, ou sans faire crier en troisième, et ainsi de suite. Voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous résumer la chose que la chaleur va toujours, du corps chaud au corps froid. Voilà, toujours. Et si vous voulez l'inverse, ben, faudra apporter de la chaleur pour inverser les rôles.
Tout comme un circuit électrique, il va toujours de plus vers le moins. Hein. Enfin, au niveau conventionnel. Au niveau conventionnel. Voilà. Et l'eau va toujours depuis le point haut au point bas. Bon, c'est comme ça. Voilà. Heureusement que c'est comme ça, parce que sinon, si c'était pas comme ça, et qu'on aurait une réversibilité qui serait la même, ça voudrait dire qu'on aurait un mouvement perpétuel. Hein. Voilà, donc ça veut dire, bon, et dans un monde où on est, le mouvement perpétuel ne rime à rien. Il ne rime à rien. Il ne rime à rien. Pourquoi il rime à rien? Je peux vous dire pourquoi il rime à rien. Parce que dans l'univers, il y a suffisamment d'énergie pour être utilisé. Alors je vois pas pourquoi, à quoi il servirait le mouvement perpétuel. Hein. Voilà. Pourquoi, à partir de l'énergie, créer quelque chose. Si on devait philosopher, le mouvement perpétuel, il existe. Parce qu'il suffit de puiser l'énergie. L'énergie est conservative. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Bien sûr, en milieu idéalisé. Ça veut dire que vous puisez de l'énergie dans un système qui est conservatif. Vous le prenez, vous le ressortez. Quelque part, on a déjà, voilà, voilà, on a déjà la le perpétuel, il est là. Parce on prend d'un côté du chaud, je m'excuse, de l'énergie existante qui est conservatif et on le rejette là où il est de nouveau dans son puits. On prend de l'énergie d'un puits et on le remet dans le puits, en finalité, en subissant plusieurs transformations. Donc quelque part, on a quelque part ce mouvement perpétuel, il est là, il est caché. C'est pas qu'il est apparent, il est pas apparent. Mais on vous dit, au moins, voilà, il est caché. Philosophiquement, il transparaît. Hein. Voilà, l'énergie perpétuelle, elle est là. Vous en avez à profusion. Maintenant, je ne dis pas l'énergie elle est coûteuse. Hein. Ouais, pourquoi? Parce qu'il faut mettre des hommes voilà, pour mettre des transformations, pour la gérer, voilà, pour l'entretenir. C'est ça, le problème il est là. Normalement, l'énergie elle est gratuite, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que l'énergie, dans l'univers, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. L'énergie, c'est pas ça qui manque. On a l'énergie des planètes, on peut aller chercher ce qu'on veut, hein, ne fût-ce que du soleil. Rien que sur Terre, il y a beaucoup de choses qui permettent d'avoir de l'énergie. Les marées, le vent, les volcans, voilà, à l'intérieur de la Terre, voilà, on peut aller chercher de l'énergie au centre de la Terre, voilà, parce que tout ce qui chauffe, on peut aller chercher l'énergie de tout ce qui chauffe. Ben voilà, on peut aller chercher l'énergie voilà, du soleil, l'énergie de la pluie, l'énergie de l'eau, de tout ce que vous voulez, l'énergie des orages. C'est pas ce qui manque. Hein. Je vous prie de me croire que c'est pas ça qui manque. Le problème, c'est que l'énergie, bien sûr, à titre d'utilisation, elle est payante. Et ça, c'est un autre problème. Elle n'est pas gratuite, elle est payante. Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'énergie, il faut la chercher. Il faut mettre du matériel pour la récupérer. Il faut entretenir les installations. Il faut mettre des gens derrière pour, on va dire, gérer tout ça. Et en plus de ça, ça a une notion commerciale. Il faut bien que les gens vivent. Donc il faut bien qu'il y ait une institution qui s'occupe de fournir de l'énergie, par exemple électrique, de type électrique. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre une turbine chez vous ou un panneau solaire pour autant que, je veux dire, bien sûr, les autorités de votre commune ou de votre ville le veuillent. Parce que si maintenant, s'il y a des décrets qui vous disent que c'est interdit de mettre voilà, des appareils, voilà, des générateurs, vous ne pourrez pas mettre de générateurs. Hein. Alors maintenant, les gens ils mettent des générateurs, voilà, des panneaux solaires sur leur toit. Pourquoi pas? Mais maintenant, ça nécessite un entretien. C'est un coût d'entretien, parce que ça vieillit. Le problème, il est là. C'est pas l'énergie voilà, qui pose un problème. C'est le système qui va capter cette énergie qui pose un problème voilà, d'entretien d'installation, un coût voilà, d'installation, un coût d'entretien d'installation, un coût voilà, des coûts de dépannage s'il y a lieu de dépanner, des coûts voilà, relatifs au paiement de taxes, de diverses taxes concernant voilà, les panneaux solaires. Donc le problème n'est pas l'énergie en soi, parce que le soleil, quand il chauffe, il vous apporte l'énergie. Le problème, c'est l'installation. Et là, l'installation, elle est payante. Donc, en fait, l'énergie est payante. Donc, quelque part, vous avez l'énergie perpétuelle. Hein. Parce qu'il suffit de le prendre dans la nature. Et il est là. Rien ne se perd, rien ne se...
crée, tout se transforme, on a l'énergie perpétuelle. Mais ça, encore faut-il, je veux dire, l'accepter, qu'on a de l'énergie de manière perpétuelle. On a un système conservatif, d'après les... Bon, voilà, on a un système isolé qui est l'univers, bon, d'après ce que les scientifiques disent. De toute façon, qu'il soit isolé ou pas, on s'en fout. Qu'il soit infini ou pas, on s'en fout. Parce qu'il y a suffisamment d'énergie que le système, qu'on pourrait faire fonctionner la Terre, bon, je veux dire, à plein régime d'énergie. À plein régime d'énergie. Tellement il y a de l'énergie aussi bien dans l'espace, dans la Terre, dans, voilà, partout. Partout sur Terre, il y a de l'énergie. Voilà, à l'intérieur de la Terre, à l'extérieur de la Terre et dans l'univers. Il y a tellement d'énergie qui peut être utilisée qu'on pourrait assimiler ça à une énergie perpétuelle. Hein. C'est une énergie perpétuelle. Parce qu'il y a une forme de conservation. Et la conservation, c'est-à-dire que vous prenez d'un côté, vous rendez de l'autre. Maintenant, il y a des pertes de chaleur. Oui, il y a des pertes de chaleur. Ben, ça, c'est pas un problème. Même s'il y a des pertes de chaleur, on s'en fout. Même s'il y a des pertes de calorifiques sous forme de chaleur, on s'en fout. Parce qu'au bout du compte, vous avez un milieu qui est propice à vous fournir de l'énergie tant que vous en voulez. Maintenant, je vous ai dit, et je le rappelle, et je vous le répète, le problème, c'est pas l'énergie, on en a comme mais le problème, c'est le payer l'énergie. Ça, c'est autre chose. C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui s'occupent de ça. Il faut bien qu'on en fasse un commerce d'énergie, d'office. Hein. Il y a le commerce, voilà, du pétrole, il y a le commerce, voilà, parce que le pétrole, il faut quand même, bon, le raffiner, il faut le passer d'un point A à un point B via des oléoducs, il faut construire ces oléoducs. Voilà. Donc il y a le problème de la distribution, voilà, de la production. Et le problème, il est là. C'est pas un problème d'énergie. Le pétrole, bon, c'est vrai que le pétrole, c'est une forme qui va se tarir un jour ou l'autre. Hein. Il suffit de quand vous pompez du pétrole, à un moment donné, il n'en restera plus. C'est du pétrole liquide ou si vous avez du gaz, ben, si vous en tirez de trop, il n'y en aura plus. Voilà. Il n'y en aura plus, tout aura été consommé. Mais maintenant, dans l'énergie, les énergies, c'est pas ça qui manque. C'est le charbon qui est énergétique, le pétrole est énergétique, le gaz est énergétique, l'énergie des marées, c'est énergétique, l'énergie du solaire, il est énergétique, l'énergie de éolien, il est énergétique, l'énergie à l'intérieur de la Terre, il est énergétique, l'énergie, euh, voilà, vous pouvez faire tout, 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 tout. Vous pouvez prendre, il y a une multitude de formes. L'énergie nucléaire, j'oublie l'énergie nucléaire, j'ai oublié l'énergie nucléaire. Il y a toutes sortes de formes d'énergie que, bon, tout est là, l'énergie, elle est là. Elle est à profusion. Vous pouvez l'utiliser à profusion. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'énergie, il n'y a pas de problème. Le seul hic, on a bien une énergie perpétuelle. C'est qu'il y a dans l'énergie perpétuelle, bon, pour l'être humain, ça demande des installations, des productions, des distributions, des entretiens, et tout le travail et là, ça coûte. Le problème, il est là. C'est ça le problème. C'est de capter l'énergie. Les captations de formes d'énergie sont coûteuses. Hein. Les installations sont coûteuses. On va faire un panneau solaire, il faut faire. Panneau solaire, c'est un coût. C'est pas l'énergie qui a un coût, c'est les panneaux solaires qui ont un coût. Si vous faites voilà, euh, des derricks pour retirer le pétrole, mais c'est un coût. Voilà, vous allez mettre des hommes pour monter les derricks, voilà, pour extraire le pétrole et pour le distribuer. Donc, et puis il faut encore le raffiner. Le problème, il est là. C'est ça le problème. Mais en vérité, l'énergie, elle est à profusion. C'est-à-dire que l'énergie, elle est déjà, on va dire, comment on appelle ça, on va dire que elle peut paraître illimitée. Pour ce que l'homme a à faire avec l'énergie, pour 7 milliards d'habitants, il y a suffisamment d'énergie pour faire vivre 7 milliards d'habitants. Même 14 milliards, même 100 milliards. Hein. Il y aurait suffisamment d'énergie pour faire vivre 100 milliards d'habitants. Parce que l'énergie, elle est à profusion. À profusion. Maintenant, je répète encore une fois, c'est pas l'énergie qui pose un problème. L'énergie, il y en a tant qu'on en veut. Voilà, donc c'est comme si on avait voilà, une énergie qu'on peut exploiter, qui est là, présente, elle est préexiste, elle est là présente pour être exploitée. Ça qui est, ce sont les coûts de production. Production, distribution et entretien. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a comme un mouvement perpétuel, parce que si elle a profusion, ben, je peux prendre tant que j'en veux. Hein. Mais voilà. C'est comme si dans voilà, un mouvement perpétuel, ça ferait office que bon, voilà, on pourrait passer comme ceci. Voilà, je pourrais faire fonctionner une machine continuellement
Voilà, continuellement. Elle ne s'arrêterait jamais. Elle ne s'arrêterait jamais de la vie. Elle ne s'arrêterait jamais de la vie. On aurait par exemple un pendule. Dès le moment où vous lancez le pendule, ça ne s'arrête plus. On aurait une conservation parfaite. Ouais, il ne s'arrêterait plus. Une fois que vous lancez, il ne s'arrête plus. Bien sûr, il s'arrête en réalité parce qu'il y a les frottements. Hein. Il y a les frottements. Voilà. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a suffisamment d'énergie, voilà, sur Terre pour faire fonctionner ce pendule-là. Donc j'irai chercher une source infinie, d'une source infinie hein, d'énergie, enfin façon de parler, voilà, une source infinie. J'ai une énergie à profusion, le pendule, je pourrais le faire tourner quand je veux. Enfin, comme un mouvement perpétuel. Mais le problème, c'est qu'il faut un mécanisme de transformation ici. Le problème, il est là. C'est ça qui est coûteux. Et c'est ça qui va être entretenu. Devra être entretenu. Donc, on crée voilà, un générateur d'énergie à profusion, parce que l'énergie, on en a à profusion. Et alors, tant que j'en ai en profusion, je peux faire tourner à profusion le pendule. Le pendule, il va tourner de manière illimitée jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y a suffisamment d'énergie pour faire tourner, je veux dire, le pendule. Dans l'univers, c'est pas ça qui manque, hein, je vous dis la vérité. Maintenant, peut-être qu'il faut aller chercher des énergies très très loin. Très très loin. Mais ici, sur Terre, il y en a déjà suffisamment. Et de toute façon, l'énergie est conservative. Hein. Donc, tout ce voilà, tout ce qui entre d'un côté, bon, tout est transformé via des convertisseurs pour être restitué en finalité. Donc, en finalité, s'il y a conservation, l'énergie de départ vaut l'énergie finale. Hein. S'il n'y a pas de perte calorifique, pas de frottement. Voilà. Donc, le mouvement perpétuel, quelque part, il y a moyen de l'avoir. C'est pas un problème, ça. Parce qu'avec toutes les énergies à profusion, ça va un mouvement perpétuel. Bon, maintenant, le problème, c'est que on utilise des générateurs, mais les générateurs, c'est quoi? Bon, c'est un convertisseur. Hein. C'est un convertisseur d'énergie. Euh, convertisseur d'énergie. Donc, on va dire que c'est un élément qui va venir apporter un certain travail pour faire tourner, par exemple, le pendule. Mais indirectement, quand on regarde bien, c'est un mouvement perpétuel hein, qu'on a. Voilà. On a un mouvement perpétuel. Il est là, le mouvement perpétuel. Indirectement, il est là. Parce qu'on a de l'énergie à profusion. Mais le problème, c'est qu'il faut payer une pile. Voilà, il faut payer une pile. Il faut la payer. Le problème, il est là. Et quand elle est usée, il faut chercher une autre pile. On peut mettre autant de piles que l'on veut, hein, comme ça. Voilà, le problème, il est là. Voilà. Et maintenant, il y a moyen de mettre une énergie voilà, qui fait en sorte que elle est, la pile, c'est qu'elle s'use. C'est une réaction des redox qui dépend de concentration. Donc fatalement, ça s'use. Hein. Si les concentrations baissent, à l'intérieur de la pile, la réaction redox n'a plus suffisamment de potentiel pour fournir le potentiel électrique euh, suffisant pour alimenter, par exemple, le pendule. Donc pour ça, il faut penser à une énergie, je veux dire, voilà, qui ne va pas s'user. Il faut aller puiser dans le système, enfin dans le milieu extérieur, il faut aller puiser dans le milieu extérieur une énergie de telle manière que la conversion d'énergie se fasse sans entretien de l'appareillage, sans remplacement de l'appareillage parce qu'il s'use. Voilà. Donc on voit qu'il y a quelque part un mouvement perpétuel. Il existe un mouvement perpétuel. Il est là. C'est que les gens ne le voient pas. Hein. Voilà. Le problème c'est que si vous allez mettre une pile, elle s'use, il faut mettre une autre pile. Elle va s'user, il faut mettre une autre pile. Voilà. Mais en fait, on a bien un mouvement perpétuel. Hein. Le problème, c'est qu'il faut juste payer la pile qui est un mauvais convertisseur parce qu'il s'use. L'idéal, c'est de mettre un convertisseur d'énergie qui ne s'use jamais. Alors, la pile, c'est un convertisseur d'énergie chimique vers électrique. Chimique vers électrique. Et le chimique, le problème, c'est qu'il s'use. Alors, voilà, la concentration diminue. Et donc, fatalement, on a moins de potentiel électrique, donc l'énergie électrique est... Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut remplacer chaque fois les piles. Mais maintenant, il y a moyen de penser à un convertisseur d'énergie où il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas d'usure, pas d'entretien, pas d'usure, pas d'entretien. Et bon, l'idéal, pas de panne. À ce moment, on aurait un convertisseur, on aurait un convertisseur, je veux dire, à vie.
puisque l'énergie du milieu extérieur est à profusion. Donc le convertisseur, c'est lui qui pose le problème dans le mouvement perpétuel. C'est lui. C'est qu'il faille à chaque fois remplacer le convertisseur. Le problème, il est là. Il est là. Donc, on doit remplacer le convertisseur. Si on ne devait pas remplacer le convertisseur, ben on tape un convertisseur, je veux dire, idéal, ben, c'est fini. On a un mouvement perpétuel du pendule. Hein. Il va balancer à vie. Hein. Et il va vaincre les forces de frottement pour aller d'un point A à un point B. Hein. C'est-à-dire qu'il va balancer pour avoir la période du pendule. Hein. Voilà. Je vais mettre ici d'un point A à un point B. Parce que quand vous mettez un pendule sans convertisseur d'énergie, ben, il est face à la loi de la gravitation, mais le problème c'est qu'il y a les frottements. Le frottement de l'air, et donc il va commencer à diminuer pour à un moment donné s'arrêter. Mais si on diminue les frottements de l'air, il va de moins en moins s'arrêter. Donc ce qui pose problème, c'est les frottements de l'air, mais c'est surtout que le convertisseur qu'on met, si on va mettre des piles, les piles s'usent. Le problème il est là. Mais on a indirectement de l'énergie à profusion, ce qui veut dire qu'on a quelque part comment on appelle ça, le mouvement perpétuel, il est là. Dans le mouvement conservatif, on a le mouvement perpétuel. Voilà. Dans le mouvement conservatif, on a le mouvement perpétuel qui est indirectement caché. Maintenant, les gens, ils se disent, bon, voilà, il est indirectement caché. Du fait, pourquoi il est indirectement caché? Ben, c'est parce qu'en fait, il faut savoir que l'énergie, ce qui coûte dans l'énergie, c'est pas l'énergie qui coûte. Il y a un point de vue économique là-dedans. Hein. C'est que dans les énergies, il faut payer les énergies. Pourquoi? Mais parce que c'est tout ce qui tourne autour. Hein. L'extraction, l'entretien, je vous l'ai dit. L'extraction, l'entretien, l'usure, c'est ça qui coûte. Voilà. Mais on a de l'énergie perpétuelle. Hein. Vous mettez des panneaux solaires, si vos panneaux solaires sont, voilà, qui ne s'usent pas, mais vous avez de l'énergie à profusion. Hein. Maintenant, je vous dis pas, je vous dis, c'est comme c'est un problème. Vous devrez payer des taxes. C'est un problème économique. Vous devrez payer des taxes. Ne fût-ce que des taxes. Voilà. Mais l'énergie, vous en avez en profusion. Donc en fait, on a quelque part indirectement un mouvement perpétuel. On peut utiliser l'énergie à l'infini, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. On peut utiliser l'énergie. Et ça, c'est quoi qui fait que l'usage de l'énergie à l'infini? Ben, c'est le mouvement perpétuel. Donc le mouvement perpétuel existe quelque part. Il existe. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème économique, d'ordre économique. Il faille payer des installations pour avoir ce mouvement perpétuel. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Vous payez voilà, des gens qui travaillent pour vous fournir l'énergie. Mais l'énergie, elle est là. Ces gens qui utilisent cette énergie-là, elle est là. Mais il y a des installations à faire, il faut les payer, faut payer toutes les installations, etc. etc. Voilà, ceci étant dit, donc ce que je voulais vous dire ici, on passe toujours d'un corps chaud vers un corps froid. Alors on va écrire ces équations, on va mettre voilà, deux corps en présence, un corps chaud et un corps froid, et on va écrire les équations. Donc le système, on a un corps chaud, et un corps froid. On a un transfert de chaleur, comme je vous ai dit, et j'ai assez parlé de ça juste à présent, juste à l'instant, j'ai parlé de, ça va aller, la chaleur, transfert de chaleur va aller du corps chaud au corps froid. C'est comme ça. C'est du corps le plus chaud, que j'appellerais, bon, c'est comme en électricité, le courant va de plus vers le moins. Ici, ici on va du corps chaud au corps froid. Transfert de chaleur. Ça veut dire que, transfert de chaleur, ça veut dire quoi? Que lui,
Le corps chaud est une source de chaleur, hein. Il va transférer à un élément qui va voilà, capter. Donc on a un élément actif, je vous l'ai dit tout à l'heure, actif, un élément passif. Actif, il va fournir de l'énergie, c'est une source de chaleur, et passif, il va consommer, il va absorber cette énergie. Alors, si j'écris les équations du corps chaud, on a, d'après la loi générale de la calorimétrie, la masse du corps fois le C du corps fois delta T du corps. Bon, le delta T, je vais quand même l'écrire, hein. Je vais mettre, là il faut faire très attention, c'est là qu'il faut faire très attention, je vais mettre T final moins T initial. Voilà. Et ça, c'est égal à delta Q corps chaud. Voilà, delta Q corps chaud. Voilà, je pourrais écrire la même chose avec le corps froid. Donc c'est la masse. La masse n'a pas changé, hein, c'est un invariant. La masse du corps froid fois le C fois delta T. Mais le delta T, c'est TF, T final, moins T initial. Et ça, c'est égal à delta Q corps froid. Voilà les variations de chaleur, de l'un ou de l'autre. Maintenant, il y a un signe qui va apparaître. Alors, rappelez-vous, les conventions de signes pour un système, c'était quoi? Pour un système donné, on a le milieu extérieur. Voilà. Je vais prendre les conventions par rapport à un milieu extérieur et à un système, parce qu'ici, on a affaire à deux sous-systèmes, hein. Corps chaud, c'est un sous-système, je vous l'ai dit tout à l'heure. Corps froid, c'est un sous-système d'un système globalisé qui reprend le corps chaud et corps froid. Voilà. Ben, normalement, je devrais même faire ça. Voilà. Corps chaud, ici, c'est un sous-système. Voilà. Et corps froid, le vrai système, il est là. Le système, il est là. Il reprend le corps chaud qui est un sous-système, et le corps froid est un sous-système. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors ici, quand je prends le milieu extérieur, ben, les conventions, elles sont égoïstes. C'est-à-dire que si j'apporte de la chaleur, enfin, si le milieu extérieur apporte de la chaleur au système, ou si le système absorbe à partir de l'énergie calorifique à partir du milieu extérieur, on parle en termes d'énergie calorifique ici parce que je suis en calorimétrie, bien à ce moment-là, c'est positif parce que le système reçoit. Mais si le système perd de l'énergie, ou s'il fournit, ou s'il a une source d'énergie, là c'est négatif pour lui. Donc en fait, c'est des conventions qui sont égoïstes. Il aime bien de recevoir, mais pas de donner. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, l'énergie va passer du corps chaud au corps froid. Ça veut dire que le Q, ici, il est. euh, lui, le corps chaud est un corps actif ou un sous-système actif. Donc, il va fournir de l'énergie. Donc, c'est négatif. Pour lui, c'est négatif. Enfin, pour le système, hein. Le système, ici, la chaleur sera comptée de manière négative. Comptabilisée de manière négative. Alors, bon, ici, le sous-système ici, là, j'avais dit que c'était le sous-système numéro 1, d'ailleurs, je vais le mettre ici.
je vais indiquer que là on a sous-système 1, qui est le corps chaud. Là on a le sous-système 2 qui est le corps froid. Et on a le système généralisé qui est le mélange. Mélange, d'abord en condition initiale, on a ceci. Hein. Condition initiale, on a ça séparément et ça séparément. On a deux sous-systèmes. Voilà. Alors quand je dis milieu extérieur et système, ben, qu'est-ce qu'est le milieu extérieur au sous-système numéro 1? Ben, ce sera le sous-système numéro 2. On ne parlera pas de milieu extérieur. Hein. On parlera plutôt voilà, d'échange entre sous-système 1 et sous-système 2, et pas entre le système et le milieu extérieur. Parce que le système est globalisé ici. Il reprend 12 sous-systèmes et le milieu extérieur, il est là. Donc on n'a pas un échange avec le milieu extérieur, on a un échange entre deux corps. Donc on a un sous-système 1, un sous-système 2. Voilà, donc en fait on a le système, lui, globalisé, il reprend le corps chaud, le corps froid, et là on a bien un milieu extérieur par rapport au système. Mais le système est composé de deux sous-systèmes. Donc il y a un échange entre deux sous-systèmes, c'est ça que je veux dire. Et l'échange, il va dans le sens de... il y en a un qui va jouer en termes de source d'énergie calorifique et l'autre en termes de, voilà, de consommation, d'absorption d'énergie calorifique. Il y en a un qui est actif et l'autre passif, au niveau des sous-systèmes. Et les équations sont ici. Voilà. Donc la masse pour le sous-système numéro 1 est un invariant. Le corps, il a une certaine chaleur spécifique ou chaleur massique. Voilà. Il est un invariant, donc le sous-système 2 est composé de la même matière et même masse que... Voilà. Enfin, c'est pas forcément de la même matière et même masse. Hein. Non, justement... oui. Ouais, je suis pas obligé de mettre de la même masse. Je vais mettre M1 ici, et une masse M2 là. Le corps froid, voilà, et la substance, je vais mettre C1, voilà, parce que c'est pas forcément ces deux sous-systèmes hein, avec leurs paramètres. Donc le corps chaud c'est M1 en masse, le corps froid c'est M2 en masse. Je suis pas obligé de mettre M et M, hein, je suis pas obligé d'avoir la même masse pour le corps chaud, corps froid. Alors C1 pour le corps chaud, chaleur massique du corps chaud, sa capacité à accumuler de la chaleur suivant une variation de température, C1 pour le corps chaud, et le C2, c'est pas forcément la même matière, et donc la même substance, donc les C sont différents. Bon maintenant, là n'est pas le problème encore. Le problème il n'est pas là. Le problème c'est un problème de convention, de ceci. Je vous ai dit ici on a un Q positif, alors que le sous-système 2, il a un Q positif. Alors, quand on étudie des bilans en thermodynamique, on fait tout le temps le final, le système final, moins le système initial pour, on va dire, faire la, comment on appelle ça, la comptabilité, le bilan, pour faire le bilan, je m'excuse, hein, pour faire le bilan. Pour faire le bilan des énergies, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours ce qui est final moins situation initiale. Parce que si vous faites situation initiale moins situation finale, vous aurez un signe opposé. Vous aurez un signe opposé à celui-là. Vous aurez un signe opposé à celui-ci. C'est normal parce que si vous faites 4, si le bilan est 4 moins 3, si vous faites situation finale qui vaut 4 joules, situation initiale 3 joules, ben en finalité vous avez 1 joule. Mais j'ai fait le SF, là j'ai fait SF moins SI. Mais maintenant, si vous faites SI moins SF, ça fait moins 1 joule. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'opposé. C'est pour ça que le bilan se font toujours, suivant une convention, qu'on dit que c'est toujours le final moins l'initial, pour éviter d'avoir des problèmes de signes, et que ces signes n'interfèrent avec les signes, voilà, des conventions altruistes ou égoïstes. Et voilà, on en a assez déjà avec les conventions altruistes, égoïstes et, comment est-ce qu'on appelle ça, mixtes. Hein. Mais ça, altruiste, égoïste, c'est quand on a du travail en plus, hein, quand on a des échanges de travaux en plus. Voilà. C'est quand on a du W. Du W. Voilà. Quand on a du W et du Q,
ben, on peut parler de convention altruiste, égoïste et mixte. Mais ici, la chaleur, c'est purement égoïste. Hein. Voilà. Il reçoit, c'est positif, et il en donne, c'est négatif. C'est altruiste. C'est égoïste, je m'excuse. C'est purement égoïste. Donc, pour éviter, je veux dire, d'interférer au niveau des... On a déjà des signes ici qui interviennent, mais pour éviter de faire une soupe, ben, il faut à un moment donné travailler toujours avec SF moins SI, et pas une fois avec SF moins SI, et puis une situation finale moins SF, qu'on va obtenir les opposés par rapport à SF moins SI, et puis il y a encore des autres signes qui interviennent, il faudrait regarder tous les opposés. Non, on travaille de manière réglo, c'est-à-dire on fait toujours SF moins SI, toujours. Comme ça, il n'y a pas un moins qui apparaît, qui viendrait interférer avec un moins des conventions de chaleur, etc. etc. D'ailleurs, c'est ça que je veux m'atteler à chercher ici. Hein. Voilà. Euh, je vais vous montrer ça. Regardez bien ici. Si je fais TF, là on a le corps chaud. Le corps chaud va céder son énergie, donc euh, on va arriver à une température d'équilibre qui est TF va arriver à une température d'équilibre. TE. Donc je vais appeler TEQ. Voilà. Donc ça veut dire que là on a une température initiale. On a une température initiale de la source, mais elle va arriver à une température finale qui sera plus petite. Parce que delta Q va diminuer. Delta Q va chuter. Puisque en fait, le corps chaud cède de l'énergie. Q est négatif. Q est négatif, le corps chaud. Donc delta Q va chuter. Donc delta T va chuter. En d'autres termes, chuter, ça veut dire que on aura un décroissement. Pour avoir un décroissement, il faut que Q final, parce que je vous dis qu'on fait toujours le final moins l'initial, Q final moins la Q initiale doit être négatif. On a un décroissement. Ça veut dire que Q initial, là, Q initial, il est, pour avoir du négatif, Q initial est plus grand que Q final. Q final, attendez qu'ici je me suis peut-être trompé. QF. Il sait donc le T. Je vais le refaire. Je vais le refaire en effaçant beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'ici ça devient un petit peu. Risque de s'y perdre. Voilà. Je vais retirer ceci. Pour pouvoir poser ce que je dois poser et vous montrer correctement. Et je vais mettre à gauche, hein, comme je fais de la place ici, à droite, à gauche. Ah. Bon, je vais poser les conditions initiales du corps chaud ici. Et les conditions plutôt finales, parce qu'on fait CF moins CI. Donc je vais mettre d'abord les conditions finales. Et les conditions initiales ici, du corps chaud. Bon, ceci, ce qui est en mauve, on sait bien que c'est le système. Donc je vais l'enlever. Et je vais mettre à droite ce qui est condition finale du corps froid. Et les conditions initiales du corps froid. Voilà. Alors, au niveau chaleur, au niveau de la masse ne va pas changer. On a une masse. C'est un invariant. En condition, on a M1 pour le corps chaud. On aura M1 pour le corps froid.
enfin pour le corps chaud, et à l'équilibre, on aura toujours M1. Condition finale, c'est l'équilibre. Hein. Voilà, ça c'est l'équilibre. Là, on a une chaleur massique pour le corps 1, une chaleur massique pour le corps 1. La température, on a TF, TI et TF. Mais TF, je vous ai dit que c'est l'équilibre, c'est la température d'équilibre, que je vais appeler TE. Et la chaleur initiale, là on a la chaleur initiale, ici on a la chaleur finale. Voilà. Bon, là c'est pareil, on a M2, la situation finale c'est l'équilibre, l'équilibre est là, c'est F. Bon, la masse c'est toujours M2, le C du corps c'est C2, en finalité on a toujours C2, c'est un invariant, la température on a T2, ouais, je vais appeler ça T2, parce que si je mettais, je veux bien mettre TI, mais le problème c'est qu'ici, je vais avoir un problème avec celui-ci. Je vais appeler celui-là T1. TI égale T1 et T2, TI égale T2. Donc T2 c'est la température du corps froid si vous voulez. Alors, la température finale, c'est la température d'équilibre. Alors, le Q initial, on a un Q initial. Et là, on a un Q final. Bon. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui va évoluer. Celui-ci, le corps chaud, il va fournir de l'énergie. Il va fournir de l'énergie au corps froid. Quand je fais ceci, en vérité, il va faire ça. Parce qu'ils sont en contact. Hein. Les deux corps sont en contact. Hein. Ben, ici, c'est en termes de système. Mais si je devais dessiner les deux corps, ben, ils sont en contact. Hein. J'aurais un corps 1 comme ceci. Et un corps 2 là. Voilà, corps chaud, corps froid. Ils sont en contact. Donc il y a un transfert de chaleur par contact. Mais ici, il n'apparaît pas parce que c'est une abstraction. Hein. Il n'apparaît pas. Je ne vais pas mettre les deux sous-systèmes en contact. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est une abstraction. Mais je peux dire qu'il y a un contact via la flèche ici. Il va échanger l'énergie. Alors, le corps chaud a une énergie plus élevée que au départ qu'en finalité. Parce qu'il va céder son énergie. Q est négatif. Effectivement, si je fais QI moins QF, voilà. Quand je mets delta Q, c'est QF moins QI. D'après la thermodynamique, ici je vais mettre QF moins QI. Bon, alors QF moins QI, qui est plus grand? C'est QI. Q initial, c'est un corps chaud. Il va céder sa chaleur. Donc delta Q ici, il est négatif. Voilà. Le delta Q est négatif. Parce que le QF ici est plus... QI
c'est un corps chaud, il va céder son énergie. QI plus grand que QF. Voilà. QI plus grand que QF, parce que c'est un corps chaud. Il va céder, en finalité, il va baisser sa chaleur. Le sous-système 1 va abaisser sa chaleur pour descendre à QF. Donc ça veut dire que QI était plus grand que QF. Ce qui veut dire que QF est plus petit que QI. QF, ça induit que QF est plus petit que QI. Mais si je fais QF moins QI, mais c'est négatif. Voilà. D'où delta Q négatif. Voilà, on y est. Je fais la même chose de l'autre côté, pour le corps froid. Le corps froid, c'est QF moins QI. Donc c'est toujours QF moins QI. Mais cette fois-ci, qui est plus grand? On avait un corps froid. On avait un corps froid, on avait une petite chaleur, et il va se réchauffer parce qu'il y a eu un apport de chaleur. Donc QF est beaucoup plus grand que QI. À ce moment, si QF est plus grand que QI, si vous faites QF moins QI, mais il sera positif directement. Donc vous voyez que là, le delta Q, il est positif. Donc d'un côté, on a un delta Q négatif, et ici, on a un delta Q positif. Voilà. Maintenant, pour avoir un delta Q négatif, bien sûr, la variation de température va suivre. Hein. Elle va suivre parce que... pourquoi ça va suivre au niveau du signe? C'est parce qu'en fait, la chaleur n'est tout simplement que la cause. Et la conséquence, c'est la variation de température. Donc ici, le T in initial qui vaut TI, T1, voilà, c'est T initial. Là, en finalité, on a TE. Donc j'aurai TF qui vaut TE moins T1. Alors je peux vous dire que ceci c'est négatif. Hein, parce que je viens de vous dire que c'est une conséquence, la variation de température est une conséquence de ceci. Donc si, je peux vous dire que ceci sera négatif. Et je peux vous dire que TE sera beaucoup plus petit que T1. Voilà. Et effectivement, parce que le corps va se refroidir. J'aurai T1, et s'il se refroidit, la température va passer de T1 à TE. Le corps initial, c'est un corps chaud, mais il va donner sa chaleur, donc fatalement, voilà, comme sa chaleur diminue, la température diminue. Puisqu'en fait, la variation de température est une relation de conséquence par rapport à la cause qui est la variation de chaleur. Donc si la variation de chaleur est négative, la variation de température est négative. Si on a une décroissance de chaleur, c'est qu'on a une décroissance de température. Donc TE moins TI est négatif. Et comme il est négatif, la masse étant positive, le C étant positif, ceci étant négatif, mais du négatif fois du positif fait du négatif, et donc on a bien l'équation ici qui est respectée. Maintenant, faisons le même traitement de l'autre côté, pour le corps froid. Ben, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour vous dire que ceci c'est la cause. Il est positif, mais ça veut dire que ceci sera positif, qui est la conséquence. Maintenant, on va voir, hein, c'est pas un problème, on va regarder. Alors, T in, c'est quoi? T initial, c'est la température T2. Voilà, c'est la température du corps froid. T2, T final, mais c'est la température d'équilibre.
Donc j'aurai la température d'équilibre moins la température T2. Et ça, je peux vous dire que c'est positif. Là, regardez bien. T2, qu'est-ce qui est plus grand? Au début, on avait un corps froid. Donc T2, c'est la température du corps froid. Et TE, c'est la température d'équilibre. Donc, on va voir. Attention qu'ici, c'est T équilibre. Hein. Je vais le faire ici. La température d'équilibre va varier comme ceci. Donc, pour le corps chaud, la température est ici. À un niveau là, elle va bien sûr descendre à une température d'équilibre. Après un certain temps, elle arrivera, bien sûr ici il y a une notion temporelle. Hein. Si c'est une notion temporelle, si je vous devais séparer les T de temporel, là on aurait T degrés. Alors pour la chaleur c'est pareil, on aurait ceci. Q 1 et Q à l'équilibre. Voilà pour le corps chaud. La température va descendre, la température de départ va descendre vers une température d'équilibre, la chaleur va descendre aussi. D'où elle descend, ça se répercute par une décroissance d'un delta Q qui est négatif. Alors ici, voilà, vous faites T final, TE moins TI, TE moins TI est négatif. Hein. Le petit moins le grand, ça donne du négatif. Bon, mais on peut faire la même chose ici. T2, il est comment? Je vais vous montrer que c'est bien TE moins T2 est positif. TE moins T2 est positif. Donc prenons ceci. Alors, T2, il était comment? Et on avait un certain niveau de température. On avait un corps froid. Donc il va prendre l'énergie de l'extérieur qui est fournie par le corps chaud, qui est le sous-système numéro 1. Eh bien, le corps va se réchauffer. Comment je sais qu'il va se réchauffer? Ben, c'est la cause, elle le dit, hein, delta Q égale positif, je veux démontrer qu'il se réchauffait. Donc la température va augmenter. Voilà. Et la chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter. Pareil, hein. On a Q2 et Q à l'équilibre. Donc, vous voyez que si je fais TE moins T2, T2 est plus grand que TE. T2 est plus grand que TE est plus grand que T2. Si je fais TE moins T2, c'est positif. Et donc, ça confirme bien ce que je vous ai dit. Delta Q est positif, delta T sera positif. Parce que c'est une relation de cause à effet. Delta Q est négatif, delta T est négatif. Voilà. Alors, pour exprimer qu'il y en a un qui est positif et l'autre est négatif, mais en vérité, qu'est-ce qui doit être égal? Nous, ce qu'on s'intéresse, ici, on s'intéresse à la variation de chaleur en valeur absolue. Hein. C'est ça qu'on s'intéresse. Voilà, on s'intéresse à la variation de chaleur. Ici. On ne s'intéresse pas si elle est positive ou négative, on s'intéresse à l'égalité voilà, de l'échange énergétique, c'est en valeur absolue qu'on regarde. Hein. Ils ont les mêmes valeurs en valeur absolue sont les mêmes. Donc comment faire intervenir la valeur absolue, c'est de rendre tout positif. Or là, il est déjà positif, il n'y a pas de problème. Mais là, je vais mettre un moins. Je mets un moins ici. Et là, maintenant, ils sont tous les deux, le delta Q est devenu positif. Donc je dois enlever, c'est ça. En mettant un moins, le delta Q devient positif. Cette fois-ci, delta Q positif. Ça veut dire que les valeurs absolues sont les mêmes. Parce qu'une valeur absolue, c'est positif. Hein. Voilà. Maintenant, delta Q est positif. Des deux côtés. Hein. Mais ça signifie aussi, ça c'est insignifiant, hein, le moins là. Ça veut dire que le corps chaud a cédé son énergie, tout simplement. Donc on met le moins ailleurs.
on met tout en valeur absolue, et on le fait quand même transparaître, pour dire qu'il y en a un qui va céder de l'énergie. Et de cette manière-là, bon, on a les valeurs absolues qui sont égales. Voilà. Bon, maintenant cet équilibre, j'aurais pu le mettre autrement, au travers d'un diagramme, de deux diagrammes. Un diagramme de température, donc j'ai la température du corps chaud qui était 1, on a une température d'équilibre, voilà, et on a la température du corps froid. Et les deux vont avancer vers une température en fonction du temps. Bien sûr, je vous dis qu'il y a le facteur temps qui intervenait pour passer une chaleur 1 à une chaleur d'équilibre, mais on a, voilà, ici on a, elle va passer de T2 à TE, et là elle va passer de T1 à TE après un certain temps. On arrivera à une température d'équilibre. Et qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ben, là, on a un delta Q qui est en valeur absolue le même. Hein. C'est pas parce que les deux flèches sont... voilà, c'est une échelle de température, hein, ça fait transparaître les variations de température. Mais en échelle de chaleur, c'est les mêmes chaleurs. Delta, on a delta Q, delta Q. Ça, pour voir ça, il faudrait mettre une échelle de chaleur. Donc on passerait par exemple de QF, Q1 à... on aurait un delta Q. On aurait un Q'1. Voilà. Et on aurait un, toujours le delta Q ici. Là, on aurait la même valeur ici, delta Q. On aurait Q2 et Q2'. Voilà. Mais on ne fait jamais ça. Hein. On pourrait avoir des... Voilà, je vous l'ai déjà expliqué, on peut avoir des... Voilà. Si delta, on peut avoir un delta Q ici et un delta Q ici. Voilà, jusque là. Voilà, et on peut avoir des chevauchements, c'est pas un problème, hein, on s'en fout des chevauchements. Ici, il n'y a pas de chevauchement, vous voyez qu'il n'y a pas de chevauchement ici. Voilà, on s'en fout, pas un problème. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que le delta Q est le même ici. Et là, on a voilà, la même longueur ici qu'ici. De Q2 à Q2', on a la même longueur que de Q1 à Q1'. Mais là, on n'a pas forcément les mêmes longueurs, c'est normal, parce que c'est des variations de température qui sont différentes, mais c'est pour exprimer que la chaleur est la même. La chaleur est la même. Voilà, la chaleur ici est la même. Mais on est dans une échelle de température, donc fatalement, c'est pas parce que là, on a des segments qui sont différents, mais on exprime que la chaleur est la même. Hein. Les segments sont différents au niveau de température, pas au niveau des chaleurs. Au niveau des chaleurs, j'ai bien mis delta Q ici, et j'ai mis d'autres que delta Q là. C'est delta Q, c'est la même chaleur. Mais les variations de température sont différentes. C'est une échelle de température, donc ce qui transparaît, c'est l'échelle de température, mais j'exprime que c'est la chaleur qui est la même. Voilà. Mais si vous voulez regarder les segments identiques au niveau des segments delta Q, il faut faire une échelle de chaleur. Il faut faire une échelle de chaleur. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce Q1', Q2'? C'est vrai que c'est un peu spécial, mais c'est comme si on avait le système qui existe toujours avant mélange, et qu'on aurait une chaleur, voilà, voilà, une chaleur, sous système 1 arriverait une chaleur Q1', pris séparément. Or, il est mélangé. Oui. Alors, ce Q1', il est où? Il est là. Voilà. Et le Q2', il est où? Là, il serait là. C'est les sous-systèmes pris séparément. Hein. Bon, mais en vérité, ils n'existent plus parce qu'ils sont mélangés. Dès le moment où ils sont mélangés, on ne peut pas les prendre séparément. Ça, c'est un diagramme, on va dire, de sous-systèmes pris séparément, euh, avant et après, mais de sous-systèmes pris séparément. Ici, j'aurais le sous-système pris séparément du corps chaud, et là, j'aurais le sous-système pris séparément du corps froid. Mais bon, quelque part, il y a eu un mélange. Hein. Il y a eu un mélange. Attention qu'ici, j'ai fait une petite erreur. Ici, c'est peut-être QE. Ouais, une chaleur d'équilibre.
Mais ici, ce serait un QE prime. Hein. C'est pas les mêmes niveaux. Hein. On n'arrive pas au même niveau. Q1 prime n'est pas égal à Q2 prime. Donc c'est pour ça que normalement c'est QE et QE prime. Voilà, on n'est pas, voilà, c'est pas QE. Autant TE, c'est bon. De T1, le corps chaud va partir de T1 pour arriver à TE. Autant le corps froid va partir de T2 pour arriver à TE. Au niveau des températures, on peut mettre TE de part et d'autre. Mais pour les chaleurs, je ne peux pas mettre QE et QE. Je ne peux pas mettre QE pour le corps froid et QE pour le corps chaud. Parce que c'est deux chaleurs différentes. Il y en a un, il va arriver de Q1 à Q1', et l'autre de Q2 à Q2'. Voilà. Par contre, on peut avoir Q1 égale Q2'. C'est un cas exceptionnel. Hein. Bon, c'est un cas de figure. Hein. On va voir ce cas de figure. Hein. Q1' égale Q2'. On peut avoir ça. On peut avoir des chevauchements ou pas des chevauchements. Voilà, ici, je n'ai pas mis de chevauchement. On peut avoir un chevauchement, mais on peut avoir un point de contact. Q1' égale Q2'. Bon, mais donc, ce qui veut dire ici, c'est QE. Voilà. Et là, c'est QE'. Voilà. Qui vaut Q2'. QE vaut Q1' et QE' égale Q2. Q2'. Bon, ceci étant dit, maintenant, je peux écrire l'équation. Puisque j'ai tous les éléments. Je vais la réécrire. Et je vais égaler, bien sûr, parce qu'on a un échange énergétique qui est le même. Delta Q corps chaud est égal à delta Q corps froid en valeur absolue. Donc maintenant, je vais écrire l'équation dans sa globalité. Moins, il suffit que je recopie, hein, M1 fois C1 fois... Alors, T final, j'ai effacé, bon, T final, on va quand même réfléchir. C'est température d'équilibre. Qui est la même pour le corps chaud que pour le corps froid. Et le T in, c'est le T1. Température du corps chaud. À ça, je vais égaler, bon, il est positif, hein, je peux l'égaler à l'autre, parce que aussi bien à gauche, il est positif, parce que j'y mets un moins, pour le corps chaud, et que pour le corps froid à droite, mais il est positif aussi, donc je peux les égaler, il n'y a pas de problème. Donc, j'aurai M2 fois C2 fois T final, c'est température d'équilibre qui est valable pour le corps chaud, pour le corps froid, moins température initiale du corps chaud, du corps froid. Voilà. Et ben on va écrire ceci maintenant. Je mets un moins. M1, je vais l'appeler corps chaud, fois le C corps chaud, fois la différence de température du corps chaud, c'est-à-dire T équilibre, qui est valable pour le corps chaud, corps froid, moins T corps chaud. C'est égal à M corps froid. Si j'ai mis 3. Ouais, ça c'est le C du corps chaud, ouais, c'est ça. C'est le C du corps chaud. C'est la chaleur spécifique du corps chaud. T équivalent, température du corps chaud. C'est égal à M, la masse du corps chaud. Ouais, je veux bien mettre des parenthèses, c'est pas un problème. Hein. Je sais pas si... Je vais mettre des parenthèses. M, corps chaud. C... Non, ça ne va pas. Si je mets des parenthèses, on pourra... Bon, je vais laisser ça comme ça. M corps chaud fois C corps chaud. Alors je vais mettre un grand C. T équilibre moins T température corps chaud. M corps froid. Fois grand C
corps froid fois température d'équilibre moins T corps froid. Voilà. Donc, je vais un petit peu remettre de l'ordre. Donc, M moins, n'oublie pas le moins, hein, fameux moins, moins la masse du corps chaud fois la chaleur massique du corps chaud fois la variation de température du corps chaud, c'est-à-dire T équilibre moins T corps chaud, est égal à la masse du corps froid. Voilà, ici, comme je mets un blanc entre les deux, je peux mettre un blanc ici. Voilà. Donc, la masse du corps chaud, la masse du corps chaud, fois la chaleur massique du corps chaud, fois la température, la variation de température du corps chaud, qui est température d'équilibre moins température du corps chaud, est égale à la masse du corps froid fois le C, la masse du corps froid, je vais l'englober, masse du corps froid fois le C du corps froid fois la variation de température du corps froid, température d'équilibre. Oui, parce que c'est toujours le final moins l'initial. Là, je suis parti par le final moins l'initial des deux côtés. Hein. Donc c'est température finale moins température initiale pour le corps chaud, donc c'est température d'équilibre qui est le final, moins la température du corps chaud. Et pour le corps froid, c'est la température finale moins température initiale. Température initiale, c'est la température du corps froid. Température finale, c'est la température d'équilibre. Voilà. On y est presque. Maintenant, je vais tout mettre dans le même membre. Bien, je vais mettre le membre de gauche à droite. Donc je mets moins. Donc, ce qui veut dire que ceci, c'est égal à 0. Maintenant, je vais faire partir les moins, je multiplie tout par moins 1 à droite et à gauche, voilà, de l'équation. Je multiplie tout par moins 1. Si je multiplie par moins 1, on a plus. Et on a plus. Ça veut dire qu'on a du plus partout. Voilà. Dans un équilibre, si vous faites ceci égale 0, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? Ben, c'est la loi conservative. C'est la somme. On a ici Q, chaleur, delta Q, plutôt, c'est peut-être delta Q. Ouais, ici, delta Q, corps chaud, donc delta Q corps chaud, plus delta Q corps froid, égale 0. Voilà. Delta Q corps froid égale delta Q corps chaud. Ça veut dire que la somme de delta Q égale 0. Et voilà, là j'ai bien une loi conservative.
dans l'échange thermique ici, que j'ai considéré comme un système isolé, il n'y a ni perte ni de gain. Il n'y a pas de gain qui a été ajouté de chaleur au départ, ni il n'y a pas eu de perte par frottement ou n'importe quoi. Il n'y a pas eu de perte de chaleur. Voilà, c'est un système bon, idéalisé, purement conservatif. Eh bien, quand on a un échange thermique dans un purement idéalisé, on a un système conservatif. Et quand on a un système conservatif, on peut indiquer que la somme des variations de chaleur est nulle. La somme des variations de chaleur est nulle. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un petit peu... C'est un petit peu ceci. Somme des travaux plus la somme des chaleurs égale 0. Bon, ça c'est le premier principe. Hein. C'est valable dans un cycle. Bon, j'avais fait la démonstration pour un cycle. Mais c'est valable pour un système isolé aussi. Hein. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir un cycle pour dire qu'il y a conservation. Si on a un système idéalisé, sans perte ni gain, ça veut dire sans il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de perte de chaleur. Et on n'a pas rajouté de la chaleur aussi, hein, parce que bon, il suffirait qu'il y ait un système qui viendrait ramener de la chaleur, ben c'est normal qu'on a de la chaleur en plus, mais ça il faudrait le comptabiliser dans le système global. Hein. Si on rajoute de la chaleur, bon, un gain, ça veut dire qu'il y a un système qui viendra apporter en aparté de la chaleur au système. Bon, ben ça, il faudra comptabiliser dans le bilan, donc c'est pas un problème. Sans gain ni perte, bon, on peut faire un bilan d'un système pour lequel on apporte de l'énergie, c'est pas un problème. Voilà. Et s'il y a des pertes, je peux tenir compte des pertes, c'est pas un problème. Dans le système, je peux faire un système conservatif et considérer les pertes comme étant voilà, un système globalisé de pertes, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et mettre ça dans un bilan. Bon, mais ce que je voulais vous dire ici, voilà. Ça, c'est un système conservatif. Hein. Vous le voyez tout de suite. Hein. Voilà. On voit bien, somme de W plus somme de Q égale 0 dans un cycle. Ben, c'est le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe de l'équivalence. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Bon, il dit que, et je l'avais vu dans comment on appelle ça, dans une vidéo séparée, j'avais dit si un système parcourt un cycle, c'est-à-dire on part d'une situation initiale pour aller vers une situation, revenir à la situation initiale. C'est-à-dire que les paramètres de départ, voilà, on part d'un système initial pour revenir au système initial. Donc on fait ça pour un cycle. Et qu'est-ce qui se passe si on parcourt un cycle sans gain ni perte de matière et sans échange d'autres formes d'énergie? La somme positive et reçue négative par les conventions, soit altruistes, égoïstes ou voilà ou mixtes, peu importe. Voilà, eh bien, la somme des travaux fournis par le système sur le milieu extérieur, qui seront comptés positifs par l'entremise d'une convention mixte, et négatifs, hein, qui sont les travaux. Ouais, je peux vous montrer ça, hein, c'est pas un problème. Hein. Bon, je sais parce que je l'ai déjà vu cette vidéo-là. Donc, on a des travaux comme ceci. Voilà, le travail il peut faire ça. Mais la chaleur, elle peut faire ça aussi. Hein. Alors, ma convention, je vous ai dit que je prenais une convention mixte. C'est-à-dire que si je prends Q, là, Q, il est positif. C'est-à-dire qu'il est... le système est là. Hein. Le milieu extérieur est là. Là, le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, c'est positif pour lui. Et quand le système fournit de l'énergie au milieu extérieur, c'est négatif. Donc c'est une convention qui est, on va dire, égoïste.
Voilà. Mais le travail, ça va être tout le contraire, c'est altruiste. Donc, c'est comme on a de l'altruisme pour le travail et de l'égoïsme pour la chaleur, ben, on aura un système mixte. Voilà. Donc, quand je vous dis, donc c'est négatif quand tu, bon, quand le système reçoit du travail du milieu extérieur, c'est négatif, mais quand il en donne au milieu extérieur, c'est positif, donc c'est altruiste. Et en composant les deux, travail et, énergie, et chaleur, euh, attention que le travail est une forme d'énergie, hein. Elle se mesure en joules, hein. Attention à ça. Le travail est une forme d'énergie. Voilà, on a une forme, voilà, on a de l'énergie là qui peut être utilisée pour effectuer un certain travail. Alors je vous avais défini, le travail c'était quoi, hein? Le travail, on peut le voir de différentes manières. Voilà, ceci étant dit, si un système parcourt un cycle, donc un cycle, c'est-à-dire on va partir d'un système initial et il va évoluer vers différents transformations, vers différents systèmes par diverses transformations. Mais si on comptabilise la première transformation et la dernière dans toutes ces transformations, si on s'occupe uniquement de la première et de la dernière, et que la dernière, comme par hasard, elle ramène à la première, quand je dis elle ramène, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes états de variables que la première situation, c'est-à-dire que on a un système d'équilibre comme au départ, eh ben là à ce moment on a effectué un cycle. Effectué un cycle. Voilà. Et la thermodynamique dit que le premier principe, qui est le principe de l'équivalence, bien sûr toutes les énergies sont de... ici on n'a que deux formes d'énergie, hein, le travail et la chaleur, hein, rien d'autre. Voilà, on a banni toutes les autres formes d'énergie. Donc si un système parcourt un cycle sans gain ni perte de matière, et sans échange d'autres formes d'énergie, voilà, sans échange d'autres formes d'énergie, ça veut dire qu'il n'y a que du travail et de la chaleur. Sans échange d'autres formes d'énergie. Il n'y a que du travail et de la chaleur. Et quand je dis, si un système parcourt un cycle, bon, on a bien un cycle, sans gain ni perte de matière, donc ça veut dire qu'au niveau matière, elle est conservative la matière, hein. On n'a pas perdu de matière ici. Et on n'a pas d'échange autre que du travail de la chaleur, rien d'autre. Si un système parcourt un cycle sans gain ni perte de chaleur, de matière et sans échange d'autres formes d'énergie, la somme des travaux fournis par le système sur le milieu, donc la somme des travaux, la somme, ici, je vais monter ici, hein, je vais chercher ici, la somme des travaux fournis, bon, les fournis, ils sont, par le système sur le milieu extérieur, la somme des fournis, ils sont positifs, hein. Et la somme des travaux reçus par le système, reçus par le système du milieu extérieur, ben là, négatif. Donc on comptabilise tous les travaux positifs et négatifs. Donc ici, c'est une somme algébrique, si vous voulez. C'est une somme algébrique de valeurs positives et négatives. Bon. Alors, donc, est proportionnelle à la somme des quantités de chaleur reçues. Reçues, elles sont là, les reçues sont là. Comptabilisées, reçues par le système, bien sûr, hein, sont comptabilisées positivement et comptabilisées négativement. Bon, quand je dis proportionnel, c'est normal, c'est quand vous faites passer, c'est quand on écrit ceci, je vais vous l'écrire. Quand on dit proportionnel, c'est quand on l'écrit, bien sûr, vous l'aurez compris, somme des W est égale à somme des moins somme des Q. Alors là, c'est une somme algébrique, et là c'est une somme algébrique, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des positifs que des négatifs. C'est tous les travaux comptabilisés, qu'ils soient reçus ou fournis, et là c'est toutes les sommes de chaleur reçues ou fournies, qui sont négatifs. Mais là on a toujours un moins. Mais si je le mets de l'autre côté, ben, somme des travaux plus somme des Q, ça me donne la forme ici. Voilà. Quand on dit qu'elle est proportionnelle, c'est ceci. Mais quand on... Là, c'est pour exprimer en termes d'équation égale 0. Voilà. La globalité des travaux et des chaleurs est nulle. Qu'elle soit comptée positivement ou négativement. Et ça, c'est valable dans un cycle. Voilà. Et la démonstration, je l'ai fait dans un cycle. Donc, si un système parcourt un cycle, on est bien dans un cycle, sans gain ni perte de chaleur, on n'a pas de, voilà, de matière qui est ajoutée au système, ni perdue, on n'a pas de perte, c'est un système idéalisé,
Bon, ben, la somme des travaux fournis par le système sur le milieu extérieur, positif et reçu négatif par le système, est proportionnelle à la somme des quantités de chaleur reçues, positif et négatif, et cédées négatif par le système. Voilà. Et là, c'est le premier principe qui est une loi conservative valable pour un cycle. Mais c'est valable aussi dans, dans un système isolé. Hein. Donc je peux écrire dans un système isolé, somme W plus somme des Q égale 0. Je peux écrire ceci. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais s'il n'y a pas de travaux, c'est le cas ici, on est en calorimétrie. Hein. On est en calorimétrie. Il n'y a pas de travail. On n'a pas de travail. On considère uniquement la chaleur. Voilà, la chaleur. Donc, s'il n'y a pas de travail, ceci c'est enlevé. Hein. Somme des Q égale 0. C'est une loi conservative. Et on se ramène, voilà, on se ramène à ceci. On se ramène à ceci. Somme de delta Q égale 0. Puisqu'il n'y a pas de travail. Donc on a bien conservation de l'énergie. Donc quand on fait ce qu'on appelle un échange calorifique, s'il n'y a pas de perte ni gain de chaleur, parce qu'ici je bannis le terme travail, voilà, comme il n'y a pas de travail, c'est uniquement une chaleur, si un système parcourt un cycle, ou si on est dans un système isolé, ici c'est le cas, je suis dans un système isolé, je la ferme. Je la ferme. Pour un système dans un cycle, je l'ai démontré. Mais pour un système isolé, je la ferme. C'est valable aussi. Je la ferme. Je dis qu'il y a la conservation dans un système isolé, idéalisé bien sûr. Donc si je modifie maintenant le premier principe, mais je vais l'adapter aux chaleurs, si un système parcourt un cycle, pas forcément, si un système est isolé, voilà, je retransforme mes phrases, si un système est isolé, c'est-à-dire s'il est isolé, bon, à 100% isolé, c'est-à-dire j'ai pas de gain ni perte de matière et sans échange d'autres formes d'énergie que l'énergie calorifique. Si je transforme voilà l'énoncé, parce qu'il n'y a plus que de l'énergie calorifique, j'ai plus de travaux et j'ai pas d'autres formes d'énergie, j'ai pas d'énergie électrique, j'ai pas d'énergie voilà, de nucléaire, j'ai rien d'autre. J'ai que de la chaleur, puisque je suis en calorimétrie. Donc je pourrais l'écrire ça, hein, voilà, dans un système isolé. Et donc, l'équation, c'est somme des Q égale 0. C'est une loi conservative. Je vais l'écrire ici. Je vais tout transformer voilà, l'énoncé du premier principe pour l'adapter à la chaleur, à la calorimétrie, dans le cas d'un échange, c'est-à-dire dans un système isolé. Si si je suis en jaune, si un système est isolé, c'est-à-dire sans échange de matière, sans échange d'énergie, sans échange d'énergie, d'autres formes, bien sûr, d'autres formes que la chaleur. Hein. Il n'y a que de la chaleur là. Voilà, à ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais que la somme des chaleurs reçues et fournies par le système est conservée. Est conservée. Est conservatif. Conservatif. Donc la somme des chaleurs reçues et fournies par le système est conservatif et ça implique que bon, toutes ces chaleurs sont voilà, conservées. Ça veut dire que le bilan global est nul.
Si vous faites un bilan global total, il est nul. D'ailleurs, c'est ça qu'il y a ici. Le bilan global est nul. Hein. Parce que vous avez de la chaleur fournie. Voilà, ça veut dire quoi le principe conservatif là, delta Q, somme de delta Q égale 0, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que la somme... Maintenant, je peux généraliser. Ça veut dire que la somme des chaleurs delta Q fournie plus la somme de delta Q absorbée égale 0. Parce qu'on est dans un point de vue conservatif. Bon, je vous rappelle qu'il y en a un des deux qui sera positif, l'autre qui sera négatif. Hein. Il y en a un qui va donner le fourni, les chaleurs fournies par... Si le système fournit, delta Q est négatif. Donc celui-ci, il sera négatif. Il sera négatif. La somme, c'est toutes des sommes négatives. Hein. Et là, les sommes sont toutes positives. Mais en valeur absolue, les valeurs absolues des plus et les valeurs absolues des moins sont les mêmes. Et c'est ça qui fera en sorte qu'on a justement deux opposés. La somme de deux opposés donne 0. Mais ça, c'est quand on est dans un point de vue conservatif, il n'y a rien qui a été donné. Voilà, entre-temps, rien n'a été perdu, on n'a pas de perte. Donc c'est un système isolé qui est un système parfait, si vous voulez. Il n'y a pas eu de perte. Il n'y a pas eu de perte calorifique. Voilà, mais c'est pas ce qui se passe en réalité. Hein. Bien sûr, en réalité, on a des pertes. Le problème, il est là. Et donc, l'échange thermique, dans les échangeurs thermiques, si on a un système idéalisé, on n'a pas de perte, on a l'équation là. Voilà. Donc, on peut appliquer directement l'équation là. Donc, quand on a un échange thermique, vous appliquez l'équation là. Hein. Somme de delta Q égale 0, ça y est, vous êtes parti. Hein. Vous comptabilisez tout ce qui est positif, vous faites le bilan comme ça. Hein. Tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, ça doit être égal à 0. Vous savez trouver tout ce que vous... Voilà, on sait tout trouver. Température d'équilibre, température voilà, initiale. Connaissant la température d'équilibre, si on connaît tout et qu'il faut rechercher la température d'équilibre, il est assez aisé via... J'écris somme de delta Q, ça y est, vous écrivez ceci comme équation. Hein. Là, vous écrivez ceci, l'équation numéro 1, dans un équilibre thermique, vous écrivez ceci, 2, voilà, et vous écrivez ceci, 3. Et ça, vous savez, grâce à cette équation-là, vous savez trouver la température d'équilibre. Il ne faut plus chercher qui est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins, qu'est-ce qui est... Voilà. L'avantage de ça, c'est que dans un exercice d'équilibre thermique, on ne se pose plus de questions. Hein. Qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins. Vous tapez tout d'un côté. Voilà. Pour autant que vous écrivez température finale moins température initiale. Voilà. Pour autant que vous écrivez... oui, ici, quand je mets plus la somme des chaleurs négatives, oui, il y a juste une petite erreur ici. Pour vous dire que là, oui, non, ce sera négatif d'un côté, positif de l'autre. Oui, c'est normal parce que pourquoi? Il y en a un qui sera négatif ou positif. Si on regarde bien ici, regardez bien. Ici, j'ai TQ moins TCH. TQ moins TCFR. Il y en a un des deux qui est positif, l'autre qui est négatif. Hein.
Et TQ moins TCH, la température d'équilibre moins température comment on appelle ça, de corps chaud. La température de corps chaud étant plus grande que l'équilibre, parce que la température d'équilibre étant plus bas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la température du corps chaud, puis la température d'équilibre. La température d'équilibre est beaucoup plus basse que le corps chaud. Le corps chaud va se refroidir dans la température du corps chaud. Donc là, on a le négatif, il est là. Parce que température d'équilibre moins température du corps chaud, eh bien, si je fais ça moins ça, c'est une valeur petite moins une valeur grande, ça donne du négatif. Voilà, ça donne du négatif. Donc c'est bien ce que je vous disais. Par contre, là, il va donner du positif. T équilibre moins T corps chaud, ça va donner du positif. Donc là, indirectement, quand vous faites une somme ici, vous sommez quelque part des valeurs négatives ici. Et effectivement, c'est toutes des valeurs négatives, c'est ce que je vous disais ici. Là, vous allez sommer toutes des valeurs. Celui-ci, c'est toutes des valeurs positives. Voilà. Donc les chaleurs négatives, ce sont les fournies, et les chaleurs positives, ce sont les absorbées. Donc là, j'ai bien le Q absorbé, qui seront toutes des positifs, et les fournies sont toutes des chaleurs négatives, de par T équivalent, T équilibre moins T corps chaud, qui va donner tout du négatif partout pour tout ce qui est fourni. Donc on somme des négatifs plus des positifs. Moi, comme ils sont les mêmes comment on appelle ça, en valeur absolue, mais on a deux valeurs absolues identiques parce qu'il n'y a pas de perte ni de gain. Voilà. Mais en plus de ça, il y en a un qui fournit et l'autre qui reçoit. Donc en fait, on a deux opposés complètement, et on a bien zéro. Et ça, c'est valable pour quel que soit le nombre d'équations. Hein. On peut avoir plusieurs voilà, échanges. On aura toujours somme de delta Q égale 0. Et à ce moment-là, on regarde, voilà, on n'a pas que deux termes. Hein. On n'a pas que deux termes. Hein, voilà, on peut avoir des équations avec plusieurs termes. Et ça, c'est justement l'équation numéro in est je veux dire, une est très précieuse quand on a plusieurs équations. Il suffit d'appliquer ça. Somme des deux. Maintenant, vous appliquez ça, il n'y a pas de problème. Hein. Vous appliquez toujours cette formule-là. Vous ne devez plus chercher qui est plus, qui est moins. Hein. Voilà. Il n'y a plus. Vous faites somme de delta Q, à l'intérieur, vous faites T final moins T initial. Point. T final moins T initial. Il n'y a plus à se poser des questions sur les signes. Donc là, il n'y a plus de questions sur les signes. Vous ne devez plus réfléchir sur le signe. Vous faites somme de delta Q égale 0 en faisant T final moins T initial. Vous faites la somme égale 0. Et là, il n'y a plus de problème de signes qui apparaîtront. Parce qu'en général, vous avez vu que j'ai fait une vidéo, il fallait réfléchir beaucoup sur les signes. Et encore, j'aurais pu faire par une autre méthode, voilà, que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Et donc, vous voyez bien que en partant pas forcément de T final moins T initial, mais il y en a un, je peux partir de T final moins T initial, et l'autre T initial moins T final. Donc il y en a un, il respecterait pas voilà, les règles de la thermodynamique, parce que si je fais T initial moins T final, alors que la thermodynamique dit T final moins T initial. Alors à ce moment-là, il faut réfléchir sur les signes. Alors pour éviter toute réflexion sur les signes, vous indiquez somme de delta Q égale 0, et c'est parti. Vous faites vos équations, sans aucun problème, mais pour autant vous faites T final moins T initial pour tout. Voilà. Et là, donc, on a un principe de conservatif, hein, mais pour la calorimétrie. Donc là, elle est écrite sous forme d'équation. Hein. Somme de delta Q égale 0, c'est une équation. Voilà, je vous remercie beaucoup.